Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Corentin, hello Lucie. Bonjour Justine. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Oui, ça va. Corentin, ça va ? Tout va bien. Ok. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cet enregistrement d'épisode saison 2 de Just in Tunes. Je suis ravie de vous recevoir. Merci à toi de nous inviter. On est ravis d'être là aussi. Alors, sans plus attendre, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, s'il vous plaît ? Donc, je m'appelle Lucie Tréguier. Je suis donc la présidente et cofondatrice avec Corentin du Barreau des Arts. Je suis juriste. Je travaille donc dans un cabinet d'avocats et j'ai une formation en droit. J'ai fait mes études de droit à SAS Toulouse avec à la fin un master de droit privé général puis un master de droit de la propriété intellectuelle. D'accord. Et j'ai aussi une licence d'histoire de l'art. Voilà, donc ça c'est pour mon parcours académique. Ensuite, donc après avoir eu le barreau de Paris, le CRFPA, je suis partie exercer en Australie. D'accord. Donc j'ai commencé ma carrière en 2015 en Australie et j'ai donc travaillé pendant 3 ans. Donc j'ai commencé par travailler en tant que bénévole dans une association qui s'appelait The Arts Law Centre of Australia. Okay. Qui est une association qui donne des conseils juridiques pro bono aux artistes. Et donc, c'est un peu ce qui a fait tilt, évidemment, comme vous l'imaginez, pour le Barreau des Arts. Et ensuite, donc ça, c'était pendant à peu près 6 mois. Et après, j'ai travaillé dans un cabinet australien à Sydney et j'ai continué à m'investir dans cette association. Et en rentrant en France en 2018, j'ai constaté qu'une telle association n'existait pas en France. Donc, je me suis beaucoup renseignée pour savoir les raisons pour lesquelles une association comme ça n'existait pas dans un pays où le droit d'auteur est très développé, oui. où on est quand même assez reconnu dans le monde entier, je pense, pour les droits d'auteur et pour au-delà l'exception culturelle française, etc. Donc, c'est vrai que il y avait un peu une incompréhension de ma part sur l'inexistence d'une telle association. Et donc, j'ai commencé à travailler un petit peu dans mon coin pendant 1 an. Donc, en parallèle, j'étais aussi dans un cabinet français. Enfin, je travaillais dans un cabinet. D'accord. Et voilà. Et du coup, j'ai commencé à rencontrer pas mal d'acteurs du milieu juridique et du milieu culturel. Donc, un peu de tous les domaines culturels, artistes, plasticiens, musique, cinéma, enfin les auteurs et artistes au sens large. Et par ailleurs, cette même année, en 2018, j'ai remporté une bourse donc du Louvre-Lens qui aide les projets culturels. D'accord. Mais c'est vrai que je patinais un peu. Enfin, disons que j'avais du mal à savoir que faire. J'avais plein d'idées, je savais ce que je voulais faire, mais voilà. Et j'en ai parlé à Corentin un soir dans un bar. On était copains de master. On s'était rencontrés, donc on a fait notre master de propriété intellectuelle ensemble en entre 2014 et 2015. Okay. Et je lui parlais, je crois même que c'est via un copain commun. Je lui dis, je lui parlais de ça, et Corentin, c'est un peu le même constat que moi, qui avait un besoin des artistes qui était assez important de recevoir des conseils juridiques, et que ce qui existait en France était inadapté. Et donc notre ami commun Hugo Ayoun, qui fait d'ailleurs partie du bureau de l'association, nous a un peu mis en contact, mais on se connaissait déjà, mais il nous a dit, mais il faut absolument que t'en parles à Lucie, et moi il faut absolument que t'en parles à Corentin. Donc ce soir-là, dans ce bar, on s'est mis à parler du projet, et c'est vrai qu'on partageait énormément de ces constats qu'on avait fait en fait en commun, et du coup on a décidé d'allier nos forces et de créer le Barreau des Arts
donc progressivement, on a beaucoup travaillé et puis on a progressivement créé. Voilà. Ok. Que de chemin. Et toi, Corentin? Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Tout à fait. Eh bien moi, on va dire que c'est un parcours qui était entre le juridique et l'artistique. En fait, ce que je fais depuis le plus longtemps, c'est de la musique, c'est du piano. Donc, moi, j'ai commencé très jeune, voilà, à étudier le piano classique. Donc, j'ai fait toute ma formation à la Schola Cantorum à Paris, en piano classique. Et est arrivé le moment à la fin du lycée où je savais pas trop quoi faire. Et c'est vrai que j'ai pas eu forcément l'envie, le courage, c'était un peu dur à définir, de me lancer dans la musique en fait si jeune, même si j'avais beaucoup hésité à l'époque. Et j'ai décidé de faire des études de droit. Je suis rentré un peu par hasard, comme beaucoup de gens aussi, à Assas. Finalement, tout s'est bien passé. J'étais quand même assez porté par le droit d'auteur, assez instinctivement, parce que j'avais toujours eu cette envie de voilà, défendre les auteurs, les artistes, faire quelque chose pour les artistes plus fragiles, parce que j'avais bien sûr déjà constaté que c'était souvent des populations assez fragiles. Voilà. Et puis donc on s'est effectivement rencontré avec Lucie lors de ce master 2 de propriété littéraire artistique. Ensuite j'ai passé le barreau, j'ai fait l'école du barreau. Après je suis parti voyager pendant 1 an, voilà, tout seul, pour faire un peu le point sur tout ça. Je suis revenu, j'ai commencé à pratiquer comme avocat quelques mois, et puis finalement j'ai décidé d'arrêter pour vraiment me consacrer à une pratique artistique. En fait, pour la petite anecdote, c'est dans le cabinet dans lequel je travaillais, il y avait toute une dimension droit de la musique. D'accord. Que j'ai assez peu finalement pratiqué. Et c'est un jour, il y a un duo de très jeunes artistes qui passaient leur bac à l'époque, qui sont venus dans le bureau, et en fait ils commençaient à être repérés par les majors et compagnie. Et j'étais assez impressionné de voir que voilà, de très jeunes gens allaient tenter de faire une carrière, allaient se lancer là-dedans, etc. D'accord. Je me suis dit bon, j'ai 26 ans, c'est peut-être que ça serait mon tour aussi, quoi. Voilà, donc finalement j'ai décidé d'arrêter cette pratique juridique pour me consacrer à la photographie et à la musique, puisque je fais aussi de la photographie documentaire. Et puis très vite, en fait, en baignant de plein pied dans le milieu artistique, ce constat de la précarité, ce constat de toutes les difficultés auxquelles peuvent être consacrés les artistes, les musiciens, les photographes, etc., est très vite revenu. Sachant qu'en parallèle, j'ai développé un média plus lié à l'art contemporain avec Camille Sauer, qui est aussi une des membres du bureau, qui est une artiste plasticienne. Et donc finalement, toute cette réunion de gens, d'idées, m'avait aussi fait penser qu'il y avait un sujet, quelque chose à faire en fait, entre le droit d'auteur, le bénévolat, les mots n'étaient pas encore très, très précis. Donc l'idée commençait à germer, et puis comme Lucie le disait tout à l'heure, un jour on s'est retrouvés par hasard dans un bar, et puis on a fini par discuter de tout ça. Elle avait déjà beaucoup avancé sur le sujet, et puis voilà, on a décidé de créer le bar. On s'était fait virer du bar, pour la petite anecdote, tellement on discutait, on pouvait plus s'arrêter et le bar allait fermer. C'est là où on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc c'était une discussion très longue. Je pense qu'on avait beaucoup de choses à se dire, et on partageait tellement les mêmes constats en fait que l'un disait un truc et l'autre disait mais oui, mais j'ai exactement constaté ça, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose, mais oui, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc bref, c'était une très longue discussion qui a mené à... En fait, c'était une vraie synthèse de nos parcours artistiques, juridiques et associatifs aussi, puisqu'en fait, Lucie avait travaillé en Australie. Moi, j'avais travaillé pour une association qui s'appelait Droit d'urgence aussi, qui faisait de l'aide juridictionnelle, de l'aide aux personnes qui demandent l'aide juridictionnelle, donc des gens qui même ont du mal à remplir des formulaires, en fait, tout simplement, donc vraiment des populations vraiment fragiles. Et c'est vraiment, pour moi, le barreau des arts, c'est une synthèse de tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'au-delà, un truc dont on n'a pas parlé et qui fait partie de nos constats, c'est que dans nos pratiques juridiques, en fait, on est quand même hyper entouré de beaucoup d'avocats, de juristes, et on a quand même constaté qu'il y avait aussi un peu une sorte de perte de sens en fait du métier. Moi, j'adore mon métier, j'adore le droit d'auteur, j'adore travailler en tant qu'avocate, que juriste, mais c'est vrai qu'il y avait quand même
on constatait nos amis qui n'étaient pas nécessairement heureux de leur première collaboration autour de nous. Enfin, il y avait comme une perte de sens en fait du métier, et on s'est dit que créer une structure comme ça qui permettait aux avocats de s'engager bénévolement, donc de manière pro bono, pour des sujets qui les intéressent vraiment et qui font partie de leur champ d'exercice en fait. On s'est dit que ça pouvait peut-être aider ça aussi et permettre de donner une nouvelle vision en fait au métier d'avocat. Et l'engouement qu'on a constaté lorsqu'on a créé le barreau des arts des avocats, on n'était pas particulièrement étonnés parce qu'on se disait, on croyait en notre projet, mais c'est vrai que c'était quand même incroyable de constater à quel point il y avait une attente aussi des avocats et pas seulement des artistes, puisque si on a créé ce projet, c'est principalement pour les artistes bénéficiaires. Mais c'est vrai que constater cet engouement, c'était génial, et ça nous a conforté dans l'idée qu'on voulait faire avancer aussi la profession et dans ce sens-là positif de créer un sens en fait au métier. Bien sûr. À la suite de cette discussion, dans ce bar, cette longue discussion, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer et qu'est-ce que vous avez entrepris pour lancer cette association ? En fait, ça a été très long et très rapide à la fois, je pense. Parce que je crois que le lendemain, on s'est écrit avec Corentin en se disant, en confirmant un peu tout ce qu'on avait dit et qu'on voulait absolument créer quelque chose. Du coup, le quelque chose en question, c'était ce que j'avais déjà commencé à créer, mais je pense que Corentin m'a apporté un peu c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin, puisque comme je vous disais un peu, je patinais, mais en fait, je savais pas par où commencer. J'avais plein d'idées, j'avais des envies, j'avais une expérience de l'Australie, mais c'est vrai que j'avais besoin de quelqu'un, en fait. Et en plus, le fait qu'on soit amis, il y avait une synergie qui fonctionnait bien. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré beaucoup de gens. J'avais déjà commencé à le faire, mais on a rencontré, j'en sais rien, peut-être une vingtaine de personnes. On écrivait en fait au lance-pierre à des acteurs de ces différents milieux juridiques et artistiques, et on leur expliquait notre projet, et parfois on se prenait des portes, et parfois on avait des portes qui s'ouvraient et on pouvait discuter avec des gens. Et je pense que ce qui nous a poussé ce qui nous a conforté dans l'idée de créer le barreau des arts, c'est que toutes les personnes qu'on rencontrait, donc dès qu'on se prenait pas une porte, on les rencontrait, dès que la porte était ouverte, on entrait, et toutes ces personnes-là en fait étaient hyper positives, que ce soit dans le milieu culturel ou dans le milieu juridique. Tout le monde nous disait mais c'est génial comme idée, mais tout le monde nous disait un peu mais pourquoi ça n'existe pas déjà en fait. Et c'est vrai que nous aussi on se disait ça tous les jours, je pense, pourquoi est-ce que ça n'existe pas. Et je pense que c'est ça qui nous a poussés, et au-delà de ça, il y avait évidemment la passion qu'on a tous les deux, et que donc les deux autres membres du bureau, Hugo et Camille, ont aussi pour ces sujets-là, notre volonté de changer un peu les choses, comme je vous disais, de promouvoir un peu ce côté bénévole, de donner du sens au métier, et principalement du coup d'aider les artistes précaires, et de leur permettre un accès au droit qui est plus positif que ce qui existe actuellement. Alors, avant de répondre à la question de pourquoi ça n'existait pas avant, est-ce qu'on peut faire un petit point sur quelles sont les missions du Barreau des Arts et comment est constituée votre équipe ? La mission du Barreau des Arts, c'est d'apporter des conseils juridiques gratuits en matière de droit d'auteur ou de droit voisin au droit d'auteur à des auteurs, artistes, interprètes qualifiés de précaires. Voilà. Donc, tout ça mérite d'être un peu détaillé. Déjà sur la notion de précarité, parce que finalement c'est quand même quelque chose qui est un peu flou comme terminologie. Nous, on s'est appuyé sur un montant en fait qui est celui de l'aide juridictionnelle, donc, qui est une aide qui est apportée par l'État à des justiciables qui n'ont pas les moyens d'avoir accès au droit. Et en fait, c'est quelque chose qui fait l'objet d'un barème. Voilà. Donc, il y a un barème précis en fonction du nombre de personnes à charge dans un foyer, des revenus mensuels, etc. Donc, les personnes qui rentrent dans ce barème peuvent bénéficier de nos services, voilà, de conseils gratuits. Voilà. Par exemple, pour une personne pour un artiste qui n'aurait personne à charge dans son foyer, ça serait pour gagner moins de 1 021 € par mois. D'accord.
Voilà. Donc, on a décidé de s'appuyer là-dessus parce que c'était quelque chose qui est défini, qui est pas discrétionnaire de notre côté. Donc, c'était important pour nous. Il y a un simulateur sur notre site internet. D'accord. Donc notre mission, c'est ça. C'est vraiment que des avocats, gratuitement et anonymement, ça se fait par téléphone, donnent des conseils gratuits en matière de droit d'auteur et de droit voile. Donc ça, c'est l'émission. Okay. Après, il y a comment ça marche. Si c'est ta question ou si tu veux qu'on en parle maintenant. On continue, vas-y. Ouais, alors c'est assez simple. On a mis en place une plateforme, en fait un site internet. L'artiste vient sur le site et là, il va remplir un formulaire. Donc, sur le formulaire qui est composé d'une quinzaine de questions, il va se décrire. Il va se présenter, il va décrire son problème juridique avec ses mots. Il va déclarer sur l'honneur qu'il peut bénéficier des services qu'on propose. Et ensuite, ce formulaire nous est envoyé. Nous, on va vérifier donc c'est admissible, etc. Et ensuite, on va envoyer ça à un étudiant spécialisé en propriété intellectuelle. D'accord. Donc en France, il y a une vingtaine de Master 2 spécialisés en propriété intellectuelle dans tout le pays. Et nous, on s'appuie vraiment sur un réseau d'étudiants qu'on est en train de créer en accord avec les directeurs de Master. Donc cet étudiant va faire tout un travail préparatoire de recherche, il va analyser le problème juridique, il va appeler l'artiste, l'auteur, pour avoir plus de détails, pour vraiment préciser le problème, sans jamais lui donner de conseils directement. L'étudiant n'a pas le droit de donner de conseils. Voilà. Ensuite, il va faire une synthèse, il va réunir les pièces, il va nous renvoyer tout ça. Et nous, on va transmettre cet ensemble au barreau de Paris, en fait, au barreau de Paris Solidarité, qui est la branche pro bono Solidarité du barreau de Paris. Et c'est eux qui vont ensuite contacter un avocat qui est sur une liste d'avocats bénévoles pour le barreau des arts, et ensuite transmettre à cet avocat le dossier. Lui va analyser et va faire éventuellement des recherches complémentaires sur le dossier, puis il va appeler l'artiste, l'auteur, et il va lui donner un conseil juridique portant sur son problème de manière anonyme et gratuite. Ok. Il se passe combien de temps entre la première prise de contact et l'avocat ensuite qui contacte l'artiste? Normalement, une dizaine de jours. Okay. L'idée, c'est de répondre de manière rapide. On demande aussi sur le formulaire à ce que si l'artiste a un besoin urgent, il le précise, et là, tout le monde essaye de s'adapter. On est sur quelque chose de bénévole de tous les côtés, donc en fait, et les gens qui font ça le font vraiment avec une extrême bonne volonté, mais ça prend du temps en fait de traiter un dossier juridique qui peut être complexe, donc voilà, il faut que ça soit bien fait. Donc, le plus vite est le mieux, mais ouais, c'est ça. L'étudiant a 3 jours pour réaliser les tâches que Corentin mentionnait, et ensuite l'avocat a 10 jours, donc c'est un tout petit peu plus que 10 jours, mais c'est à peu près ça. Oui, après, on est conscient des réalités du métier, et je pense que les artistes, en tout cas pour le moment, tous les artistes bénéficiaires qui ont pu participer au service du barreau des arts, on a eu des retours très positifs, et je pense qu'ils comprennent aussi que parfois ça dépasse un petit peu, que voilà. Je pense qu'on est dans une logique un peu positive pour tout le monde, et en tout cas pour le moment, les artistes sont ravis, donc on est contents. Heureusement. C'est sûr. J'ai une autre question. Alors, pour le coup, vous avez le droit de prendre le temps de répondre, mais c'est surtout pour toi, Lucie, puisque tu dénonces notamment sur la page Instagram du Barreau des Arts de la fracture entre le caractère particulièrement protecteur du droit français et donc les difficultés d'accessibilité à ce droit par les auteurs-interprètes. C'était ce que tu disais même au début. Selon toi, pourquoi existe-t-il une telle fracture? Et comment est-ce que c'est possible d'y remédier? Pourquoi il existe une telle fracture d'accès au droit? Je pense que c'est des milieux qui sont très différents, et pour le coup, je reviens à mon parcours académique, mais c'est vrai que moi j'étais à la fois en histoire de l'art et en droit, et j'ai pu constater rien qu'entre donc ces deux facultés qui sont quand même à une rue d'écart, parce que j'étais à la Sorbonne en histoire de l'art et à Assas en droit, mais rien que au niveau académique, les différences entre les étudiants en histoire de l'art et les étudiants en droit sont juste mais hallucinantes. Donc, si même les étudiants, s'il y a une fracture, je pense qu'elle démarre avant même que la profession démarre, en fait, dès l'université. Donc ça, c'était assez révélateur. Et au-delà, les écoles d'art, c'est encore
c'est encore un autre, encore un autre monde. Mais bref, ça c'est juste pour dire que ça remonte à encore avant le début de l'exercice. Mais je pense que aujourd'hui, le milieu, je sais pas si c'est difficile de répondre à cette question parce que en fait, les milieux artistiques et juridiques sont très différents pour plein de raisons qu'on connaît tous. Je pense qu'il y a un peu une méfiance des artistes, et ça, on a pu le constater dès qu'on parle à des artistes. Et c'est vrai que quand on dit qu'on est avocat, il y a un peu une méfiance, c'est ça, un peu ok. Ah, t'es avocat. Et c'est pas un métier très cool, en fait. Enfin, ça n'a pas une image, ça ne porte pas une image très positive, je pense, ce qui est dommage, parce que c'est un métier incroyable. Bah oui. Mais pourquoi, je sais pas, c'est difficile d'expliquer. Je pense qu'il faudrait faire une petite analyse historique. J'en sais rien, mais c'est vrai que le droit d'auteur, en tout cas, a été quand même créé pour les artistes. Les luttes pour que les droits d'auteur soient mis en place, c'est des luttes qui ont été mises en place par les artistes eux-mêmes, Beaumarchais, voilà. À cette époque-là, c'était vraiment les artistes en fait qui luttaient pour que leurs droits soient respectés. Et aujourd'hui, c'est vrai que le droit d'auteur existe et en faveur des artistes. Quand je dis ça, c'est que c'est un droit qui a été créé pour eux et que par rapport à d'autres juridictions, donc notamment les juridictions notamment les États-Unis par exemple, et les pays anglo-saxons en général, c'est vrai que c'est un droit qui est protecteur en fait. Mais il y a beaucoup ça devient un peu technique, mais par exemple pour les exceptions du droit d'auteur, en droit français, sont listées dans le code de la propriété intellectuelle. Et donc, pour pouvoir bénéficier d'une de ces exceptions, il faut rentrer en fait dans le cadre d'une de ces exceptions. À l'inverse, par exemple, aux États-Unis, il y a une exception qui est le fair use et qui peut être utilisée. Donc, c'est une interprétation du juge qui peut être utilisée, donc qui est très large en fait, qui est beaucoup plus large que les exceptions qui existent en France. Et il y a un nombre important d'exemples qu'on pourrait prendre comme ça, mais c'est vrai que le droit d'auteur a été créé pour les artistes, et ce qu'on critique, c'est même pas une critique en fait, c'est plus un constat que malgré ce droit qui est protecteur et qui est mis en place par les artistes, pour les artistes, il y a un accès qui n'est pas suffisant en fait, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de créer le barreau des arts, c'est de faciliter cet accès au droit pour les artistes. Donc nous, en l'occurrence, c'est les artistes précaires, mais en règle générale, pour les artistes. Bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, absolument. Sur la fracture, c'est vrai que ça me fait penser... moi, j'étais en littéraire, option théâtre, et il y avait déjà même à ce moment-là une fracture avec les personnes qui étaient en SES ou en S et qui avaient déjà pour vocation de passer en école d'ingé, de droit, etc. Déjà, dans la cour de récré ou même dans le planning ou quoi que ce soit, il y avait déjà des différences, des fractures à ce moment-là. Donc, effectivement, ça remonte à loin. Mais exactement. Je me souviens très bien au lycée, j'ai fait mon lycée en province, donc je sais pas si c'est pareil à Paris, mais les bons élèves devaient aller en S. Et du coup, je me souviens, alors même que j'adorais la littérature, que j'avais des très bonnes notes en littérature, alors que j'aimais pas du tout les maths et tout, comme j'étais bonne élève, entre guillemets, on m'a dit, mais il faut aller en S parce que justement, voilà, le bac L, c'est pour... c'est débile comme fonctionnement, mais du coup, je suis allée en S. Mais c'est ça. Donc, j'avais rien à faire là. Il y a un imaginaire, à mon avis, peut-être plus pour les jeunes artistes, mais qui est de considérer que l'art, ça va être uniquement la création, la création pour la création. Bon, je pense que quand on est jeune, effectivement, on ne prend pas en compte tous ces problèmes. Et en plus, si on n'est pas formé à ça dès le plus jeune âge, puisque dans les écoles d'art, il n'y a pas toujours une formation juridique qui est suffisante. Par contre, de ce qu'on observe aujourd'hui, et je pense que ça va être de plus en plus le cas, et je dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est quand même le cas, aujourd'hui, l'artiste ou l'auteur, il doit de plus en plus maîtriser beaucoup d'éléments qui sont externes à juste sa pratique ou sa technique artistique. C'est-à-dire qu'un auteur, aujourd'hui, quand il débute, il doit savoir faire une comptabilité, il doit savoir choisir son statut, et il doit avoir des connaissances minimum en droit d'auteur s'il ne veut pas se faire avoir par une partie adverse, etc. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on réalise pas quand on est jeune et qu'on commence.
Et je pense que les écoles d'art devraient vraiment insister plus là-dessus. Moi, j'ai fait une école de photo et une école de musique. J'ai pu constater quand même la faiblesse de l'enseignement juridique dans ces structures-là. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais à mon avis, il ne faut pas dissocier aussi la pratique et l'environnement, voilà, l'écosystème dans lequel on est. Ça passe dans la formation dès le plus jeune. Donc cette fracture, elle peut remonter effectivement au début, mais ensuite, il va falloir que voilà, tout le monde comprenne que malheureusement, c'est des choses qu'il faut maîtriser. Puis c'est intéressant aussi pour les artistes de comprendre quels sont leurs droits et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. C'est intéressant et c'est nécessaire pour justement ne pas se faire, ne pas être dans des situations où où il y a un déséquilibre à leur désavantage en fait. Bien sûr. Plus il y a une connaissance pour les artistes, et c'est ce qu'on veut leur apporter avec le barreau des arts, plus ils seront dans une situation où ils pourront négocier les contrats même tout seuls en fait. Enfin tout seul. C'est mieux d'être accompagné d'un avocat, mais c'est vrai que dès lors que les artistes ont des connaissances qui peuvent qui peuvent comprendre et qui ils cernent bien les difficultés et les avantages possibles avec le contrat qu'ils vont mettre en place, ça change tout, je pense. C'est nécessaire en fait. Absolument. C'est aussi très complexe nos droits, et donc on peut pas demander à des gens comme ça d'être spécialistes. Nous, ça nous a pris des années. Et ça prendra des années pour être encore plus spécialiste. Mais en tout cas, un socle de connaissances minimum. Et ensuite, les experts viennent aider, et en l'occurrence bénévolement pour les artistes précaires ou les gens qui ont pas les notions. Mais il faut un équilibre entre tout ça. Et du coup, qu'est-il nécessaire de savoir vraiment? Quel est le socle de base? En fait, je pense qu'il y a des notions de droit d'auteur qui sont communes à tous les artistes, quels qu'ils soient, musiciens ou artistes plasticiens ou peu importe. Et alors on peut peut-être donner quelques petits conseils comme ça. Je pense déjà, ce qu'il faut que les artistes sachent, c'est que chaque situation est spécifique. Donc effectivement, c'est important de comprendre les bases du droit d'auteur, mais c'est difficile. En fait, chaque situation doit être traitée spécifiquement. Et c'est la raison pour laquelle on a des avocats. Donc, on a une trentaine d'avocats, une quarantaine maintenant d'avocats dans le barreau des arts qui donnent ces conseils spécifiquement, en fait, qui vont regarder la situation de l'artiste et qui vont, grâce aux informations que l'artiste a données, aux recherches effectuées par l'étudiant, qui vont pouvoir donner un conseil juridique adapté à la situation. Mais on peut, au-delà de ça, donner des conseils. Je pense que une des notions les plus importantes que chaque artiste doit comprendre, c'est que leur œuvre est protégée dès la création. Donc, en fait, dès lors que, je pense que les personnes qui nous écoutent sont peut-être plutôt des musiciens, les œuvres qu'ils créent sont protégeables dès lors qu'elles sont créées, donc dès lors qu'elles sont éditées, puisque les idées sont de libre parcours, donc les compositeurs ne peuvent pas avoir d'œuvre sur juste l'idée de leur musique, mais dès lors qu'elles sont éditées, donc que ce soit sur une partition, peu importe, un logiciel de musique, peu importe, dès lors que la musique est éditée, il y a un droit qui naît. Bon, ensuite, il y a des conditions, évidemment. Il faut que l'œuvre soit originale. Donc ça, c'est un concept qui est très spécifique, qui est utilisé en matière de droit d'auteur. Ce que ça signifie, c'est qu'il faut que l'œuvre porte l'empreinte de la personnalité de l'artiste. Donc c'est un concept qui est très étudié en jurisprudence, et on peut détailler, mais je pense que c'est important juste de savoir que dès lors que l'œuvre est créée et qu'elle est originale, selon les critères du droit d'auteur, elle peut être protégée par le droit d'auteur. Ensuite, je pense que un autre point qui est important en matière de droit d'auteur et que les artistes doivent savoir, c'est que il faut le plus possible, il faut conserver en fait les preuves de leur création. Et ça peut se faire de plein de manières différentes.
mais c'est important que les auteurs le comprennent. Donc ça peut être par exemple, il y a plein de systèmes, hein, mais ça peut être juste de s'envoyer leur musique à eux-mêmes. Oui. Donc ils se l'envoient par la poste, ils mettent leur musique sur une clé USB ou sur peu importe leur partition et ils se l'envoient à leur propre adresse. Ils n'ouvrent pas la lettre. Donc voilà, c'est des preuves au minimum comme ça. Après il y a des enveloppes solo qui sont possibles avec à l'INPI. Il y a aussi des dépôts, ça peut être des dépôts numériques, ça peut être l'utilisation de la blockchain, qui est très très utilisée en ce moment. Oui, il n'y a pas que la SACEM. Il n'y a pas que la SACEM, voilà. Et ensuite, évidemment, s'ils sont membres de la SACEM, il y a des dépôts qui sont possibles, mais c'est vrai que pour être membre de la SACEM, ça exige déjà d'avoir composé une œuvre, d'avoir débuté une exploitation, etc. Où il y a des dépôts qui sont possibles chez des officiers ministériels. Enfin, il y a énormément de possibilités en fait pour conserver les preuves. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, notamment dans une logique de contrefaçon. Enfin, dans le cas où il y aurait des actes de contrefaçon, c'est très très important de prouver que l'œuvre a été créée à X moment. Donc tous ces mécanismes peuvent être utiles pour conserver la preuve. Oui, et en fait, ça veut pas dire que l'œuvre ne sera protégeable que si elle est déposée à la SACEM ou si elle est déposée chez un officier, si elle est enregistrée dans la blockchain, enfin ancrée dans la blockchain, non pas du tout. Mais ça permettrait de prouver la date à laquelle l'œuvre a été créée. Oui. Ouais, et ensuite, si jamais il y a des questions d'éventuelles contrefaçons qui sont reprochées, etc., là, il y a une comparaison, les ressemblances entre les œuvres, et on va comparer l'harmonie, la mélodie, le rythme, etc., pour les œuvres de musique. Ensuite, je dirais aussi, pour beaucoup de musiciens, c'est faire attention au contrat. C'est-à-dire déjà dans les relations avec l'éditeur ou lors d'un contrat d'enregistrement, etc., essayer de relire, d'être attentif, même si c'est très complexe et c'est de plus en plus complexe et lourd, mais voire de faire relire par un tiers, essayer de ne pas signer un contrat sans en avoir maîtrisé les enjeux. Et ça, c'est vraiment une difficulté parce qu'il y a un rapport de force qui est assez déséquilibré, parce que beaucoup de musiciens peuvent être heureux de signer un premier contrat ou même un futur, et parfois c'est pas à leur avantage. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Oui, bien sûr. Et j'aimerais aussi rajouter à la nécessité de comprendre, ou en tout cas d'avoir des bases, en tout cas sur ces droits d'auteur et avoir des bases sur la compréhension des contrats. Bien souvent, lorsqu'un artiste qui est en train de se développer, qui est émergent et qui vient tout de suite avec un avocat, ça peut faire peur à la partie d'en face parce qu'on se dit mais celui-là il va être plus compliqué à gérer. Alors c'est clairement faux. Il faut vraiment déjà comprendre les choses et faire appel à quelqu'un d'extérieur, quitte à le faire en off ou j'en sais rien, mais voilà, il faut pas penser que parce qu'on pose des questions ou parce qu'on est accompagné qu'on va être le chieur de service et que tout va être compliqué, bien au contraire. C'est là où l'idée de la fracture ressort, en fait. C'est l'idée que quand on est accompagné par un avocat, du coup, c'est un petit peu comme tu dis, Justine, c'est un petit peu négatif. Oh là là, c'est le tueur de service. Mais alors que pas du tout. Et c'est là où on veut essayer de réconcilier ces deux mondes. C'est qu'en fait, les avocats peuvent être là pour justement assister les artistes, pour éviter les situations déséquilibrées, en fait. C'est quand même un comble, en plus de la part des parties adverses, sachant qu'elles sont quand même très souvent elles-mêmes conseillées par des avocats. Donc, c'est simplement rééquilibrer un rapport de force. On a vu ça quand même dans pas mal de cas, que ce soit en musique ou ailleurs, mais voilà, des artistes qui sont des émergents ou des gens, ou tout simplement par rapport à ne serait-ce qu'une grosse maison d'édition, ils font pas le poids. Donc il faut qu'ils soient accompagnés. C'est juste une évidence. C'est ça. La base, c'est la compréhension. Ouais, la base, c'est effectivement la compréhension, et il faut pas non plus que les artistes, notamment les jeunes artistes, se sous-estiment en fait. Les œuvres qu'ils créent ont une valeur. Et c'est pas négatif de le dire en fait, c'est extrêmement positif. C'est que oui, c'est magnifique de créer, et c'est encore plus magnifique peut-être de créer pour donner au monde, etc. Mais en fait, le but de beaucoup d'artistes, c'est quand même de pouvoir vivre de leur œuvre. Et la manière de vivre de leur œuvre, c'est de comprendre qu'ils ont des droits sur ces œuvres, et deux, de savoir comment les valoriser. Et donc ça passe effectivement, comme disait Corentin tout à l'heure, mais par la connaissance en fait. La connaissance, et donc le rétablissement d'un équilibre contractuel qui est trop souvent perdu. Bien sûr. Il arrive souvent que l'artiste
non pas fasse trop confiance, mais en tout cas se repose beaucoup sur ses collaborateurs sans pour autant connaître non plus quels sont ses droits à lui et peut se retrouver un peu lésé et en plus ça fait encore une fois un système déséquilibré puisque l'artiste ne pose pas les questions, n'a pas les informations ni la connaissance, le manager lui connaît le truc et ou autre partenaire et déjà de base ça déséquilibre et en plus ça peut même détériorer ou en tout cas, rendre une collaboration plus compliquée parce que chacun ne parle pas la même langue en fait, sur le principe C'est ça, oui. qui est, Exactement. que de construire leur carrière. Faut poser toujours des questions, faut se faire accompagner et il faut aller chercher des infos et le barreau des arts pour moi c'est heureusement qu'il arrive quoi. Oui, et d'autant plus que tous les artistes, et loin de là, ont un manager ou des gens dans leur entourage, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font ça, voilà, seuls et qui Bien n'ont sûr. vraiment aucun accès à ce genre de choses. Oui. Voilà. Et le barreau des arts, je pense, s'adresse aussi pas mal à ce type de population. Ouais. Voilà. Mais nous, on est dans un rôle de vraiment d'accompagnement et de conseil, voilà, précontentieux surtout. Donc ça va être beaucoup Oui. dans ces exactement les cas que tu mentionnais. OK. Petites choses qui peuvent simplement rééquilibrer un rapport de force dès C'est ça. l'entrée et faire qu'un contrat va pas se négocier de la même manière. Bien sûr. Alors, on retourne un petit peu dans le temps, sur notre conversation, mais pourquoi, il a fallu autant de temps pour qu'une organisation comme ça naisse? Je pense que c'est lié à plusieurs choses. Je pense qu'il y a encore des raisons qu'on n'a pas encore élucidées. OK. Mais une des raisons, je pense, c'est que le pro bono est beaucoup moins développé en France que dans d'autres pays. Donc le pro bono, c'est un terme, je crois qu'on utilise que en fait dans le milieu juridique, mais c'est pour dire voilà le bénévolat. Donc le fait de donner des conseils de manière bénévole, donc de manière gratuite, des avocats. C'est vrai donc moi comme je vous disais, j'ai exercé en Australie. Quand j'ai commencé dans mon cabinet australien à Sydney, mon partner, donc mon boss quoi, une des premières questions qu'il m'a posées, c'est alors même que j'étais encore en train de passer l'entretien le troisième entretien pour entrer dans le cabinet. D'accord. Et mon associé donc m'a dit et toi dans quoi est-ce que tu voudrais t'investir comme de manière pro bono quoi. Et j'ai trouvé ça incroyable en fait. Je me suis dit mais c'est dingue que même les jeunes avocats comme ça, on leur demande dans quoi tu veux t'investir et que ça fasse partie même du processus de recrutement. OK. En France, c'est pas du tout ça. Enfin, dans les cabinets, il y a pas mal d'avocats qui font qui font des activités pro bono, enfin qui ont des activités pro bono, mais en fait ils le font, voilà, c'est sur leur temps et c'est pas autant valorisé. Limite, voilà, c'est un petit peu même caché en fait. D'accord. Et même pour les avocats, les cabinets, de rares cabinets le mettent sur leur site internet et un peu en sont fiers. Et souvent d'ailleurs, c'est des cabinets qui sont des cabinets anglo-saxons. Ou des gros cabinets français et qui ont du coup toute une politique un peu comme les RSE des entreprises, toute une politique pro bono. Mais en fait, et on en avait beaucoup parlé avec des avocats et avec l'ordre aussi lors de nos discussions pour le partenariat qu'on a créé avec le barreau de Paris Solidarité. Et c'est vrai qu'il y a une vision très française en fait du pro bono qui est un peu qu'il faut pas montrer en fait, qui est quelque chose qui ne fait pas partie de la communication en fait d'un avocat. Et pour nous, en fait, c'est très important. Enfin, c'est très important pour les avocats puisque on voit que justement il y a une demande très importante des avocats. Mais au-delà, en fait, c'est très important pour la société, enfin pour les artistes bénéficiaires de nos services. Et au-delà, ça crée des liens, ça crée du sens, ça crée des ponts entre les différents milieux. Donc voilà, pour nous, c'est très important. Mais je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles une telle association n'existait pas. Ensuite, je pense qu'une autre raison, c'est aussi que le métier d'avocat est un métier qui est très prenant. D'accord. On a des horaires on travaille beaucoup. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de trouver du temps. Et nous, c'est pour ça aussi qu'on est qu'on est 4 membres, enfin d'ailleurs maintenant 5 membres actifs dans le bureau de l'association. D'accord. Parce que du coup, quand on a des dossiers moi dans mon cabinet, quand j'ai des dossiers qui sont qui me demandent beaucoup de temps, je peux pas en fait travailler autant que je voudrais
chez l'association. Et du coup, on tourne, en fait. On tourne, on a chacun nos rôles, mais on se délègue des tâches. Voilà, on a un roulement qui est possible. Mais je pense qu'une autre des raisons, c'est que voilà, le métier d'avocat est très prenant. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place un réseau qui est déjà d'une 40aine d'avocats, puisqu'on est bien conscient des réalités du métier, en fait, et on est conscient que les avocats, ils ont en fait leur dossier, ils ont aussi des obligations financières, ils ont un cabinet à faire tourner, voilà, ils ont des clients, ils ont des urgences qui parfois sont pas des vraies urgences, mais en tout cas, il y a des obligations en fait qui sont tout à fait légitimes et on comprend ça, et c'est pour ça qu'il y a une 40aine d'avocats, puisque du coup, ça permet de faire en sorte que les dossiers soient répartis entre eux. En fait. Oui. Mais donc, je pense qu'une des raisons, voilà, c'est ça, c'est que les avocats n'ont pas toujours de temps. Mais après, nous, on a trouvé le temps parce qu'on est passionnés et que c'est quelque chose qui nous porte, et que quand on est motivé, on travaille le soir et le week-end et voilà. Et que je pense que c'est aussi important de le préciser, c'est une association qui repose pas que sur des avocats. Pour moi, c'est aussi un équilibre. Il y a dans le bureau de l'association des artistes, des gens qui sont aussi dans le milieu artistique, Camille Sœur est plasticienne. C'est vrai que maintenant, moi, je suis photographe. Et c'est aussi cet équilibre-là. Alors, comme dit Lucie, effectivement, chacun organise son travail sur son temps personnel. De toute façon, c'est purement bénévole de notre côté. Voilà. C'est juste pour préciser qu'on a volontairement choisi aussi d'avoir un équilibre entre juristes et artistes pour cerner au mieux les attentes du milieu artistique. D'accord. Et ce qui me permet de faire une transition sur une des raisons, à mon avis, aussi pour laquelle une association comme ça n'existait pas, c'est qu'en France, la culture et la situation des artistes précaires, je pense que ça n'intéresse pas tant de gens que ça. Hein. Oui. Là, effectivement, il y a un grand plan de soutien lancé par le ministère de la Culture, 1,5 milliard, je crois. Voilà. C'est la situation sanitaire qui fait ça. Mais ça ne nourrit pas les débats habituellement, la situation des artistes. Actuellement, oui, on entend parler du régime d'intermittence de temps en temps et compagnie, mais c'est pas la priorité. Donc, à mon avis, c'est aussi une de ces raisons. Bien sûr. Mais je pense qu'il y en a plein d'autres, ouais. Et que non, j'ai rien de plus à dire, mais je pense que c'est vraiment obscur, en fait, parce que nous, on croit tellement en notre projet et on y a tout. Ça fait 2 ans qu'on y croit tellement et qu'on le porte matin, midi et soir que, en fait, on comprenait pas. Franchement, c'était, mais pourquoi ça n'existe pas alors qu'aux États-Unis, en Australie, dans tellement de pays, ça existe et on voit, on a vu les impacts positifs que ça a pour les artistes, pour la société. Et du coup, je pense qu'il y a plein d'autres raisons, parce que je peux pas croire en fait que les raisons qu'on a juste évoquées à l'instant ce soient les seules raisons, puisque en fait, justement, pourquoi nous on a réussi alors que on n'a même pas 30 ans et que voilà, on a tous des métiers à côté. Pourquoi on a réussi? Pourquoi on est aussi motivé, vous avez pourquoi réussi on fait à en sorte monter votre structure, bien sûr. Oui, voilà, Donc voilà. On reviendra vers vous pour en parler peut-être dans 30 ans. On sera là avec notre tasse de thé à ressasser le passé. Mais justement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour le créer, le Barreau des Arts? Oui. Oui. Allons-y. On a rencontré des difficultés. Disons que ce qui permet aussi de compléter une des premières questions que tu as posées, après avoir eu l'idée, il y a eu une grande phase de structuration et de consultation, en fait, puisque voilà, comme un projet comme ça se structure, donc ça s'organise, déjà recruter des gens qui vont travailler, déterminer les rôles, essayer de toutes les choses un peu pratiques pour créer quelque chose, et ensuite de consultation. Et là, Lucie l'a dit tout à l'heure, l'idée, ça a été de rencontrer un maximum de personnes dans le milieu juridique et culturel. D'accord. Effectivement, je dirais pas, une des difficultés qu'on a eues, c'était d'arriver avec un service qui est gratuit et ne pas faire peur, on va dire, aux avocats qui, eux, exercent de manière, ils sont rémunérés pour ce qu'ils font, donc pas essayer de les mettre en situation de concurrence, nous mettre en situation de concurrence avec eux. C'est absolument pas l'objet de cette association. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il a fallu qu'on intègre et qu'on vraiment réfléchisse à comment on va matérialiser notre structure.
Je crois, Lucie, en Australie, par exemple, il y a un système de forfait payant dans Oui, c'est l'association. ça, Voilà. ouais. Donc nous, on a eu vraiment cette question autour de la gratuité du service. Est-ce que, par exemple, on devait faire les artistes qui demandent conseil au Barreau des Arts doivent être adhérents, doivent payer une cotisation? Bon, c'est pas le cas. Est-ce qu'ils doivent payer un forfait annuel pour bénéficier de nos services? Bon, c'est pas le cas. Donc on est parti sur vraiment la gratuité. Mais ça a une D'accord. contrepartie. C'est que l'idée, et c'est le Barreau de Paris qui nous a orienté là-dessus, puisqu'on a signé une charte avec eux, on est en partenariat avec eux, donc c'est très encadré. Et ils nous ont quand même rapidement alertés sur ce sujet-là, Mhm. en disant il faut que les avocats qui travaillent avec vous le fassent de manière anonyme. Il ne faut pas qu'on D'accord. puisse croire que les avocats qui travaillent avec vous veuillent derrière récupérer des clients. Donc, Oui. d'où cette question de l'anonymat, ce qui peut parfois peut-être un petit peu perturber l'artiste, parce que c'est vrai qu'il a un interlocuteur anonyme, il n'est pas forcément habitué. Mais Oui. donc, c'est l'idée. Si on veut mener à bien ce projet et que ça soit gratuit et fait de cette manière-là, l'anonymat est un vrai critère. Ça, c'était un sujet qui a pris un petit moment, peu de parce temps. que la profession d'avocat est très encadrée, il y a une vraie déontologie qui doit être respectée. Ça a été un sujet. Et au contraire, est-ce que vous avez été appuyé? Si oui, par quel partenaire? Donc, en dehors du barreau de Paris, est-ce qu'il y a eu d'autres, acteurs, partenaires qui vous ont, aidés à monter le barreau des arts? On a été conseillés par des Ouais, on a été juristes, des conseillés. avocats, voilà. Mais On n'a pas vraiment été. Enfin, oui, on a rencontré beaucoup d'avocats et de juristes et de personnalités du milieu culturel. Mais c'est vrai qu'on a un peu fait les choses comme on les entendait, sauf à respecter la déontologie. Donc ça, c'est ce qu'expliquait Corentin. Et si ça a pris du temps, c'est vrai que c'est certainement pour être sûr que tous les critères déontologiques étaient respectés. Mmh. Puisque ça, c'était primordial pour nous Bien sûr. de respecter ça. Ensuite, on a été très conseillés, mais je pense que ce qui nous a porté le plus, c'est certainement lorsqu'on a fait notre phase de test. En fait, on a fait avant de lancer les services de l'association, Mmh. on a fait une phase de test avec, en fait, c'était nos amis, enfin, c'était nos réseaux d'avocats, nos réseaux d'étudiants et nos réseaux d'artistes. Et donc, on a mis en place, donc sans lancer officiellement, mais on a mis en place cette phase de test. Mmh. Et les retours qu'on a eus à la fois des étudiants qui nous disaient mais c'est génial, c'est hyper pratique, être en contact avec les bénéficiaires, donc qui seraient comme les clients dans un cabinet, ça n'arrive jamais, alors que là on peut le faire. Ils étaient vraiment ravis. De la même manière, les avocats nous disaient, mais comme je te disais tout à l'heure, mais ils disaient mais c'est génial, ça donne un sens au métier d'avocat. Il y a un retour au caractère très social du métier, ça donne du sens. Et surtout, les artistes nous disaient mais c'est incroyable d'être écoutés, c'est dingue gratuitement comme ça qu'un étudiant d'abord puis un avocat prenne le temps de regarder mon dossier, de tout étudier et surtout de me donner un conseil qui est très spécifique et un conseil d'expert, puisque les avocats et étudiants qui font partie de notre réseau, c'est des avocats excellents. On les choisit. C'est des étudiants pareils qui ont tous une formation en propriété intellectuelle. Voilà, et en fait, je pense que ce qui nous a porté, c'est ça, c'est ces différents retours des trois parties prenantes des services qu'on propose et je pense que c'est ça qui nous a le plus aidé en fait et nous a boosté en fait Bien à sûr. continuer. Bien sûr, je comprends tout à fait. Et justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que votre projet, il est vraiment, comment dire? Il y a vraiment du sens, mais comme tu dis, sur toutes les parties, c'est qu'à la fois les artistes, sont accompagnés, sont écoutés et donc conseillés. Les étudiants apprennent, transmettent. Il y a du cas concret, et puis les avocats, qui eux se sentent du coup un peu plus impliqués quelque part, à un endroit où il y a pas forcément d'enjeux financiers, et d'enjeux de carrière en tant que tel. Je trouve que le projet il est génial parce que chacun à un endroit, il trouve son compte et en ressort en tout cas, plus heureux quoi, aidé et avec quelque chose de concret. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment très chouette. c'est l'idée, c'est vraiment cet équilibre, comme tu dis, entre les artistes, les avocats et les étudiants. Est-ce que vous pouvez me donner un cas concret d'une intervention du barreau des arts?
J'ai un cas qui est pas forcément un cas de musique, mais qui peut s'en rapprocher. De photographie. En fait, c'est quelque chose que je voulais aussi évoquer tout à l'heure quand tu demandais un peu les conseils généraux qu'on pourrait donner. Ça porte sur le droit moral, en fait, et notamment le droit d'avoir un crédit ou que le nom de l'auteur soit mentionné. Et en fait, c'est quelque chose qui peut aussi s'appliquer bien sûr aux musiciens, notamment quand une musique va être publiée. Mais là, c'est typiquement une jeune photographe qui travaille pour un magazine et travaille pendant longtemps pour un magazine et n'est jamais créditée sur plusieurs photos qui sont ensuite publiées dans le magazine. Là, elle ne sait pas quoi faire et elle ne sait pas à qui s'adresser. Elle n'a pas de soutien et donc elle a besoin de conseils juridiques pour rééquilibrer ce rapport de force entre les parties. Donc ça, le droit moral, le droit à la paternité de l'œuvre, en l'occurrence, c'est quelque chose que les musiciens doivent aussi ne pas oublier. Oui. Quand une musique est diffusée, normalement, elle doit être diffusée avec leur autorisation. Il faut que le nom du compositeur ou l'interprète, une personne qui a créé, soit là. Et après, en droit de la musique, par exemple, je crois qu'on a plutôt des questions sur les contrats. Ça peut être un musicien qui peut partir des contrats de licence exclusive, des contrats d'artistes. Contrats d'édition, contrats d'enregistrement. Voilà, ça va être des gens qui, en amont, veulent préparer leur contrat. Et ça, c'est aussi un conseil qu'il faut vraiment qu'on donne. Enfin, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, le plus tôt on s'intéresse à ces droits et à préparer la suite, le mieux c'est. Bien sûr. Donc, ça peut être très, très varié. Ça peut être des questions générales sur la protection d'une œuvre, la protection du titre d'une chanson ou d'une œuvre d'art plastique. Des questions générales sur le contrat, ça peut être des questions de contrefaçon, tout ce qui peut être lié au droit d'auteur, au droit voisin. D'accord. C'est vrai que c'est très varié et alors nous, on n'est pas au courant de tous les cas qu'on reçoit puisque justement c'est des cas qui sont traités par les avocats du réseau. Mais c'est vrai que c'est très varié puisque comme on vous le disait tout au début du podcast, en fait, c'est ouvert à tous les artistes, quels qu'ils soient. Enfin, donc, en l'occurrence, par exemple, pour le droit de la musique, ça serait ouvert à la fois aux auteurs, donc qui écrivent les paroles, aux compositeurs qui composent la musique. Donc ces deux entités-là, c'est ceux qui sont titulaires des droits d'auteur. Mais au-delà, c'est aussi ça s'adresse aussi aux musiciens, aux interprètes. Donc là, dans ce cas, c'est le droit voisin qui s'applique. Donc c'est vrai que ça, c'est seulement pour le droit de la musique. Ensuite, c'est les artistes, les plasticiens, les sculpteurs, enfin absolument tout, non, mais absolument tous les auteurs au sens du code de la propriété intellectuelle, donc qui regroupe cet ensemble de créateurs en fait, qui créent des œuvres originales. Oui. Donc dès lors que leur pratique est variée, leurs questions sont variées en fait. Bien sûr. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux artistes et aux professionnels qui nous écoutent dans leur pratique et dans le développement de leur projet ? Je dirais vraiment de se servir du droit comme un outil qui va les aider. Donc toujours se renseigner en amont, ne pas hésiter à se faire conseiller, ne pas hésiter à revendiquer les droits quand ils en ont. Ça va leur aider, les aider dans la négociation. Et ne pas oublier que le droit d'auteur est là pour les protéger, c'est un droit protecteur, et il faut qu'ils n'hésitent pas à s'en servir. Après, nous, on est là pour, dans des cas spécifiques, aider, conseiller aussi, accompagner. Mais en tout cas, le droit est censé être un outil qui est là pour eux. Ok. Lucie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Oui, non, je suis d'accord avec les réflexions de Corentin. Je pense aussi dans les négociations contractuelles, savoir ce qu'ils veulent du contrat, en fait, savoir ce qu'ils attendent du contrat, pour être sûr d'être dans une position de pouvoir, pour être sûr qu'ils puissent négocier d'égal à égal, en fait. D'accord. Puisque dès lors qu'ils ont en tête exactement ce qu'ils veulent, je pense que ça permet quand même d'être un peu plus fort. Et au-delà du coup du conseil qu'on peut leur apporter au barreau des arts ou qui peuvent obtenir d'un avocat. Et ensuite, je pense, comme je disais tout à l'heure aussi, mais de conserver la preuve de leur création, c'est très important. Oui. Et utiliser le droit d'auteur et ne pas hésiter à faire appel aux avocats et en particulier au barreau des arts puisqu'on est là pour les aider, pour les épauler et pour être sûr qu'ils ne soient libres, en fait, libres pour se concentrer sur leur création. Donc, bien sûr.
Moi, je pense que les artistes, d'un point de vue général, ont vraiment intérêt à se regrouper, ont intérêt à s'entraider, à échanger sur les pratiques, à échanger sur les bons conseils qu'ils ont pu avoir, les expériences qu'ils ont eues en matière juridique comme dans plein d'autres choses. Et on a bien vu que la culture aujourd'hui est en souffrance. C'est de plus en plus difficile de vivre comme artiste, comme auteur. Je pense que ça va devoir passer par une action vraiment collective, voilà, un soutien collectif. Le Barreau des Arts, c'est un outil. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider les artistes, pour les soutenir. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on peut observer dans tous les milieux, mais vraiment, il faut que les gens arrivent à travailler ensemble, à collaborer et à pas s'opposer. Il ne faut pas qu'ils rentrent dans une logique, à mon avis, concurrentielle, même s'il y a un moment un marché qui est là, mais c'est vraiment en s'entraidant qu'il y aura que les choses positives vont arriver. Oui, bien sûr. Et dans ce sens-là, il y a la Gamme, qui est un groupement d'intérêt donc géré par et pour les artistes. Alors, je me souviens plus des noms des. C'est Suzanne Combeau qui est une femme qu'on a rencontrée et qui effectivement fait énormément pour les artistes dans le Conseil des artistes. Donc la Gamme, c'est un des acteurs très importants qu'on a rencontré. Oui. Et donc, ne pas hésiter à se rapprocher d'organismes comme celui-ci, par exemple, pour ne plus être seul dans son projet et pouvoir, du coup, s'entraider les uns avec les autres, en tout cas, poser ses questions et s'appuyer, quoi. On ne peut pas dire mieux, je pense. Mais c'est vraiment très, très important. Et c'est aussi tout l'objectif du podcast. C'est en allant à la rencontre des pros et des artistes qui sont déjà dans l'écosystème, qui ont déjà eu des projets, des échecs et d'autres rencontres, pouvoir un peu lever le rideau sur tout ça. Chaque métier a un fonctionnement. Chaque personne a vécu telle ou telle aventure, et donc à chaque moment, en fait, il y a des bons conseils et des choses à apprendre des autres, et en tout cas se rendre compte que éditeur, c'est un métier avec tel objectif, et puis manager, et puis producteur, etc., et que dans chacun de ces métiers, il y a une action dans le projet musical de l'artiste, et donc un contrat qui va le lier avec ce partenaire-là. Donc voilà, c'est vraiment mettre tout ça un peu en avant, et que l'artiste ne se sente plus seul et démuni quand il est en train de créer sa musique, quand il est en train de penser à son look. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'extérieur, et ça peut faire peur. Et donc le but du jeu, c'est de rendre ça accessible avec des conseils simples et efficaces. Tout à fait, on partage ton constat. Merci à vous deux pour votre temps. Pour les auditeurs, sachez qu'on enregistre un samedi matin, donc c'est encore plus merci. C'était un super moment. Merci à toi. Merci vraiment à tous les deux, c'était génial. Puis à bientôt. Merci Justine, à bientôt. Merci. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned.